sont des molécules qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'immunoglobulines? C'est en fait par rapport à ces boucles que vous voyez ici. Ça, c'est le BCR, une immunoglobuline. Le TCR, c'est vrai que ce n'est pas la même structure. Chaque immunorécepteur a sa propre structure qui lui est en fait propre à lui-même. Donc, il se avec une structure. Donc, mais ils ont des propriétés structurales et fonctionnelles communes. Comme par exemple, ils font tous partie de la superfamille des immunoglobulines. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Mis à part ce récepteur, le Fc gamma R2, qui est donc monocaténaire, vous voyez qu'il est monocaténaire, n'est-ce pas? On a une seule chaîne. Tous les autres sont multicaténaires. Donc, deux chaînes pour le module de reconnaissance, une à deux chaînes. Alors pour ici, par exemple, pour le BCR, pour le TCR, alors ici, nous en avons une seule. Pour les modules de signalisation, c'est entre 2 et 6 chaînes. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le module de signalisation? Voilà. Vous avez ces motifs ITAM dans la partie cytosolique, bien sûr. Mis à part celui-ci, ce n'est pas un ITAM, mais ITAM pour Activation Motif. Ici, Inhibition Motif. Donc, là, ça va être des signaux activateurs, alors qu'ici, ça va être des signaux inhibiteurs, tout simplement. C'est clair? Alors, est-ce qu'on s'était arrêté? Donc, nous avions commencé à parler de ces motifs ITAM. Et souvenez-vous, c'est quoi le motif ITAM? C'est en fait une séquence peptidique dans laquelle on va avoir, en fait, hier, je m'étais trompée, la tyrosine, en fait, son signe, mademoiselle. Donc là, c'est Y pour tyrosine et non pas T. Donc, Tesmia, on va dire la nomenclature des acides aminés a changé. C'est pas comme avant. Nous avions les 3 premières lettres de l'acide aminé, genre tyrosine, vous avez TYR. En fait, c'est Y. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez apprendre la nomenclature dans n'importe quel livre de biochimie. Donc, c'est Y, excusez-moi, et non pas T. Donc, dans un motif ITAM, vous allez avoir combien de résidus tyrosine? 6 à 8. Non, pas le motif ITAM. Au sein de ce motif ITAM peut-être, nous allons avoir 2 résidus tyrosine. Donc, ce motif ITAM, il est constitué de quoi? C'est 2 séquences ITAODO ou binantum 6 à 8 acides aminés. Alors, la séquence, c'est en fait tyrosine, 2 acides aminés quelconques. Vous avez la structure ici, Y, XX, qui est comme X, ça veut dire mutaghayyir, un variable, quelconque. Ensuite, soit leucine ou isoleucine, comme leucine / isoleucine, n'est-ce pas? Donc, ensuite, un espacement de 6 à 8 acides aminés, mutaghayyirines, ils sont variables, mais je vous ai dit que ces acides aminés qui entourent ces tyrosines sont quand même très importants, parce qu'ils vont déterminer quel type de kinase pourra phosphoryler ces résidus tyrosine. Un des doubles. Vous pouvez le garder après. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir en fait? Donc on parlait du rôle de ces immunorécepteurs. Un immunorécepteur, comme pour ce qui est des récepteurs en général, donc le rôle c'est en fait de réceptionner le signal, comme son nom l'indique, ou sarbe. C'est un récepteur, il va réceptionner, récepteur. Qu'est-ce qu'il va réceptionner? Un signal constitué par quoi? Constitué par la liaison de l'antigène. Donc l'antigène va venir se fixer soit de manière directe sur BCR et TCR, soit de manière indirecte sur les FCR. Et donc c'est un signal qui doit être transduit à l'intérieur, donc yunqal, les dakhil khaliya, puis il va être traduit, on va dire, il va être transformé en réponse cellulaire. Alors, par rapport à la réponse cellulaire, on en a parlé, ça dépend. Ça peut être une prolifération. Quand on dit prolifération, c'est des mitoses. Ça peut être une apoptose, ça peut être une différenciation, ça peut être une allergie, ça dépend de quoi? Ça dépend du type cellulaire, mais aussi de son stade de différenciation, ou encore où est-ce qu'elle se trouve, la localisation de la cellule.
Donc là, on avait parlé de ces motifs, on a parlé également de ce qu'on avait appelé les kinases. Donc c'est quoi une kinase? C'est tout simplement une enzyme qui catalyse la phosphorylation. La phosphorylation, vous connaissez tous, c'est l'action de rajouter, de fixer, en fait, ça sera une réaction d'estérification. Un acide avec une fonction acide avec une fonction alcool, ça va engendrer une liaison covalente, donc une liaison très forte, qui nécessite de l'énergie pour la couper, et donc ça va fixer un groupement phosphate, pas phosphore. Phosphore, c'est l'élément dans le tableau périodique. P, phosphate, c'est l'H3PO4. Donc, un groupement phosphate, soit sur une protéine, et donc on parle de protéine kinase, soit sur un lipide, par exemple, et on parle de lipide kinase. Et on va voir des exemples de lipide kinase. Alors, pour ce qui est de la protéine kinase, dans une protéine, nous avons seulement 3 acides aminés qui peuvent être phosphorylés. Et on les appelle les résidus phosphorylables. Les humains, tyrosine, sérine et thréonine. Donc, mais nous allons avoir seulement 2 types de kinases seulement. Parce que normalement, bolo, glycaïne, tyrosine kinase, sérine kinase et thréonine kinase. Mais en fait, il n'y en a que 2. Parce que celle qui phosphoryle la sérine peut phosphoryler également la thréonine. Donc on dit sérine thréonine kinase, sérine/thréonine kinase et tyrosine kinase. Est-ce que c'est clair? Donc là, nous avons assez de notions pour pouvoir aborder notre sujet, enfin le vif du sujet du chapitre, qui est donc cette signalisation. Je parle de cette signalisation, c'est en fait نقل إشارة. نقل الإشارة, oui, تنقل à l'intérieur de la cellule. Et pourquoi elle va être transduite à la cellule? C'est tout simplement pour la transformer. Donc l'étape finale, on va dire, enfin l'étape finale, c'est ici en fait quand on arrive à l'activation des facteurs de transcription. Toute protéine qui doit être synthétisée, une protéine dans la cellule, son facteur de transcription soit activé. Une protéine, c'est quoi? Protéine, c'est une chaîne peptidique, on va dire, au minimum. Et la chaîne peptidique, elle est codée par quoi? Par un gène, n'est-ce pas? Une séquence nucléotidique sur l'ADN, sur le chromosome. Pour pouvoir la synthétiser, on doit transcrire le gène en ARN messager. Oui ou non? Et qu'est-ce qui permet cette transcription? C'est justement ces facteurs de transcription qui permettent ou qui bloquent la transcription. Parce qu'en fait, ils vont aller se fixer sur le promoteur, ce qu'on appelle des séquences régulatrices du gène. Et quand ils se fixent, soit ils activent la transcription, donc la protéine, soit ils inhibent, et donc on arrête la production de la protéine. Et pourquoi on parle de production de protéines ici? Parce qu'en fait, la production de ces protéines en question, c'est elles qui vont déterminer la réponse cellulaire. À l'hsab, la protéine, c'est des protéines mitotiques, c'est des protéines apoptotiques, c'est des protéines qui permettent la différenciation de la cellule et ainsi de suite. Donc, les facteurs de transcription, pratiquement, nous avons atteint la réponse cellulaire. Donc, comment est-ce qu'on va atteindre justement cette réponse cellulaire? C'est en fait les étapes que nous allons voir ensemble. C'est-à-dire que du début de la stimulation de l'immunorécepteur jusqu'à arriver au niveau des facteurs de transcription, il y a différentes étapes. Et dans la plupart des cas, ce sont des réactions de phosphorylation, déphosphorylation. Il ne faut pas garder en tête que le phosphore est activé. La phosphorylation est toujours activatrice et déphosphorylation, c'est toujours inhibiteur. Ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir que déjà d'emblée, on va avoir un exemple ici dans l'activation de l'immunorécepteur. Oui, on a besoin d'une déphosphorylation au départ pour activer une enzyme. Donc on s'était arrêté hier au motifitam, n'est-ce pas? Alors je répète donc pour ce qui est du motifitam, ça fait pourquoi ITAM? C'est pour Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motif. Donc c'est quoi? Donc le message transmis par certains de ces récepteurs. Alors ici, quand on parle, là, tous les récepteurs qui ont dans la partie cytosolique des modules de signalisation un motif ITAM, ce sont des récepteurs qui vont donner des signaux activateurs. Les enzymes n'ont pas un motif ITAM,
mais un motif ITIM, on vous dit ici, le message transmis par certains de ces récepteurs peut au contraire être une inhibition, et on retrouve sur la portion intracytoplasmique de la chaîne de signalisation, non pas un motif ITAM, mais un motif ITIM. Alors la séquence qu'il y a ici, elle est fausse, hein. C'est une erreur de frappe au copier-coller. Rappelez-moi la semaine prochaine, je vous donne la séquence EHA. Parce que si vous voyez, si vous observez, c'est la même séquence que le motif ITAM. Est-ce que c'est clair? La séquence, c'est le motif ITIM, le polycop par l'irata. Donc vous vous rappelez, la semaine prochaine, je vous donne la séquence correcte. Alors ces motifs, que ce soit ITIM ou ITAM, permettent de coupler, je m'en ai couplé ici, coupler après pontage par l'antigène. Alors où je m'en ai ce pontage ici? Vous avez le terme de pont. Voilà. Donc là, l'antigène, il peut jouer le rôle de pont. Alors on dit après pontage par l'antigène, ces récepteurs ont différents effecteurs intracytoplasmiques. C'est-à-dire que le signal, l'activation au niveau du récepteur, le signal, on va dire. C'est les effecteurs qui sont à l'intérieur de la cellule. On va les voir ensemble. Par exemple, la première, c'est en fait la tyrosine kinase, qui va phosphoryler le motif ITAM. J'ai une autre tyrosine kinase qui va phosphoryler autre chose. J'ai un autre effecteur et ainsi de suite. Qui interviennent dans cette cascade, on les appelle des effecteurs. Il y a le signal qui a été reçu par ce récepteur. Alors, qui enclenche des voies de signalisation intracellulaire ou, alors regardez, d'internalisation. Soulignez le terme internalisation. Qu'est-ce que ça sous-entend ici? Regardez ce qu'on dit. Ces motifs, il y a un ITAM, la ITIM qu'on a fait tout à l'heure, permettent de coupler, après pontage, par l'antigène, ces récepteurs, il y a le récepteur, les différents effecteurs à l'intérieur, cytoplasmiques, qui enclenchent des voies de signalisation. Regardez, intracellulaire, donc le récepteur il a été activé, déclenché la cascade intracellulaire, ou d'internalisation. Je vais aller à l'internalisation ici. Internalisation, je vais aller terme au sens propre. Internaliser quelque chose. Dakhlouha, il y a le terme interne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on internalise ici? C'est tout simplement le récepteur. Parce que, en fait, je vous ai dit que toute réponse biologique, il faut le comprendre, toute réponse biologique, les a un début et une fin. Et donc, il y a ce qu'on appelle une régulation. Vous allez trouver ça à la fin du chapitre. La régulation, il y a plusieurs façons de réguler une réponse. Parfois, on va avoir des actions de ces qui touchent l'action induite par l'activation des récepteurs. On peut avoir des signaux émis qui vont être non pas activateurs mais inhibiteurs. Parfois, on inhibe le récepteur, mais parfois, on n'inhibe pas. On fait ce qu'on appelle une internalisation outre le récepteur. Il trouve à la surface interne de la cellule et donc il ne pourra plus être stimulé. Parfois, ils subissent ce qu'on appelle une désensibilisation. Regardez, désensibilisation. Il ne s'arrête pas à l'antigène, il ne s'arrête pas à son ligand. Du coup, la réponse tend jusqu'à atteindre la fin. Donc, soit on va avoir des signaux activateurs, soit des signaux inhibiteurs, parmi lesquels on peut avoir ce qu'on appelle une internalisation. Le récepteur duquel il faut que la membrane qui attendait son ligand, qui attendait l'antigène, il va être internalisé. Et derrière, c'est fini. Il ne peut plus répondre. Donc c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut tenir en tête que ces récepteurs s'inscrivent dans la membrane. Ils peuvent subir une redistribution, donc ils trahissent. Les trahissent, en fait, il faut toujours avoir en tête que quand quelque chose subit une translocation dans la cellule, c'est automatiquement lié aux éléments du cytosquelette.
peuvent être internalisés. Quand on les internalise, c'est tout simplement pour arrêter la réponse cellulaire ou l'activation. Alors, bien que les différentes chaînes soient spécifiques à chaque type d'immunorécepteur, chaque immunorécepteur a ses propres chaînes, ses propres structures. Par exemple, ici, la chaîne lourde qu'on trouve ici pour l'immunorécepteur qui est le BCR, mais riche نفسها اللي نلقاوها عند الTCR, mais riche نفسها اللي نلقاها هنا ولا نلقاها هنا. Donc, ce n'est pas les mêmes. Chaque immunorécepteur a des chaînes qui lui sont propres. Par contre, on vous dit, on voit que l'architecture générale est semblable. البنية العامة راهي يشبهوا لبعضهم، oui ou non؟ كي تشوفوا هكذا ça et ça ressemble، صح ولا لا؟ Parce que tout simplement ils font partie de la superfamille des immunoglobulines, même si chaque immunorécepteur il se mise de la chaîne tau. Ça c'est en fait par exemple des chaînes lourdes. Là c'est quelle chaîne lourde؟ حكينا عليها امبارح. Qu'est-ce qui joue le rôle? Je trouve l'anticorps qui est fixé à la surface du lymphocyte B pour jouer le rôle de BCR. IgM ou IgD. Alors ici, c'est une IgM ou une IgD? IgM, parce que vous vous souvenez pas, on avait 4 domaines constants. Donc ici, c'est la chaîne mu. Exactement. La chaîne mu, et c'est pas la même que je trouve ici, et non plus ici. Donc chaque immunorécepteur a sa propre structure. Alors à chaque type d'immunorécepteur, on va avoir une chaîne spécifique, mais malgré cela, on voit donc que l'architecture générale est semblable, et cette homologie, c'est la ressemblance structurale est renforcée par l'appartenance de la majorité de ces chaînes à la superfamille des immunoglobulines. Regardez de nouveau, l'appartenance de la majorité de ces chaînes à la superfamille des immunoglobulines. Donc, il y a des chaînes qui ne font pas partie de la superfamille des immunoglobulines. Oui, là, il y a le schéma, madame. Oui, là, le schéma, c'est une chaîne, oui, il y a un récepteur ici. La question, quel est le récepteur dans ce schéma qui possède une chaîne qui n'appartient pas à la superfamille des immunoglobulines? FC gamma. Ça c'est l'immunoglobuline. Ah, mais c'est l'immunoglobuline. Ça. F1. Le TCR? Non, FCR F1. Ça reste quand même une boucle. Je suis là, il باين réellement. Oui, là? C'est ce qu'on appelle une chaîne tétraspane. Donc, regardez, elle traverse la membrane 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Elle déberge une immunoglobuline. Tout comme pour cette chaîne zeta également. Vous avez également raison. Mais la grande majorité a une des chaînes de type immunoglobuline. Je vous les boucles. Ça. Celle-ci. Mais Hado et celle-ci, ce ne sont pas des chaînes de la superfamille des immunoglobulines. Ça fait ils font partie de cette superfamille. Est-ce que c'est clair? Alors, on va parler maintenant de la structure d'abord de ces immunorécepteurs. On commence avec les sous-unités de reconnaissance, qui sont donc les modules Hado et donc la partie extracellulaire plus grande que la partie intracellulaire. Alors, les sous-unités de reconnaissance des immunorécepteurs sont des protéines transmembranaires, c'est-à-dire qu'ils vont traverser la membrane plasmique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette partie qui est transmembranaire? Exactement. Ça, obligatoirement, elle doit être hydrophobe, sinon elle ne pourra pas être dans la membrane plasmique. La partie, celle-ci. Ça. Tout ce qui est transmembranaire, la partie là, les phospholipides, automatiquement, elles sont hydrophobes. Alors, elles sont capables de fixer l'antigène, soit directement pour le BCR et le TCR, soit indirectement pour le FCR, par leur portion extracellulaire.
c'est la partie extracellulaire qui va fixer l'antigène, n'est-ce pas? Là, 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 là. La partie intracellulaire, d'ailleurs, quand vous comparez la partie intracellulaire par rapport à la partie extracellulaire, elle est beaucoup plus petite comparée à la partie extracellulaire. L'axe pour les sous-unités de signalisation. Alors, ils sont, on vous dit, capables de fixer l'antigène directement ou indirectement par leur portion extracellulaire, mais incapables de livrer des signaux intracellulaires. La partie intracellulaire, mais il y a un motif. Vous voyez? Donc, c'est en fait la présence de ces motifs qui joue un rôle déterminant ici. Le rôle de c'est tout simplement reconnaissance. Et donc, quand il fixe l'antigène, ça va en fait un changement de conformation qui va activer quelque chose. En fait, on va voir ça tout à l'heure. Alors, leur partie extracellulaire est constituée par un nombre variable de domaines possédant la structure caractéristique des domaines d'immunoglobulines. Donc, c'est ça, en fait, un domaine immunoglobulines. Ça, c'est vous. Celle-ci, celle-là. Ce sont en fait ce qu'on appelle des domaines immunoglobulines. En fait, le rôle, tout simplement, c'est la capture de l'antigène. Alors, les sous-unités du PCR, on va voir un par un. Ça, c'est en fait un PCR. Et là, vous voyez, on vous a spécifié qu'il s'agissait d'une IgM. Donc là, on vous a spécifié qu'il s'agit d'une IgM. Pourquoi? Parce que vous avez en fait 4 domaines constants. Alors la sous-unité du PCR de reconnaissance est une immunoglobuline ancrée dans la membrane plasmique. Alors ça peut être IgM comme ça peut être IgD. Parce que l'IgM soluble, qui fait c'est l'IgM membranaire. Les rayés dans le sang et la lymphe et ainsi de suite, qui fait la tête. Comment? Ça aussi c'est un anticorps. Sauf qu'ici, au Chine, la différence. راهي membranaire. كيفاش تكون l'IgM dans le sang? شو عليها ولا كيفاش l'année dernière? Combien de molécules? Pentamérique, il y a 5 unités. C'est-à-dire monomérique. Membranaire. Ça veut dire que je ne peux pas américaine la membrane. Mais sécrétée, elle est pentamérique. Il y a 5 unités, 5 monomères, et elle est chez nous à Ajala, si vous vous souvenez, à Ajala, en forme de roue, avec une pièce qui unit les 5 unités. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc ça, c'est la forme membranaire. Alors, pour le PCR ici, donc là, c'est une unité de reconnaissance, en fait, une immunoglobuline ancrée dans la membrane plasmique. Pour le TCR, donc c'est en fait formé par un hétérodimère. Alors, pour ici, il s'agit d'un homodimère, n'est-ce pas? C'est un homodimère. Les deux chaînes, 900. 900 et 900. Donc, on dit que c'est un homodimère. Pardon. Par exemple, les deux chaînes, 900, on dit que c'est un homodimère. Pardon. Celle-ci, la sous-unité de reconnaissance, la sous-unité de signalisation. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un homodimère? Non. Qu'est-ce que c'est que hétérodimère. Parce que les chaînes, c'est alpha, bêta, là, gamma, delta. Alors on dit les sous-unités de reconnaissance du PCR est formée par un hétérodimère, soit un alpha bêta ou gamma delta, dont chaque chaîne possède un domaine N-terminal variable. Donc 9 chiffres. On a un récepteur spécifique qui monospécifique automatiquement qu'il y a un domaine variable. Mais là, c'était le domaine variable du BCR, n'est-ce pas? Pardon. Là. Mesdames, comme c'est un anticorps, le domaine variable, c'est clair. Mais quand il s'agit du TCR également,
aussi. Le domaine interminal, ça c'est le domaine interminal, ça c'est le domaine C-terminal. Ici, ça et ça, les deux boucles, sont en fait des domaines variables. Et c'est ce qui fait que le TCR et le BCR sont des récepteurs spécifiques. Donc, il faut bien identifier le récepteur spécifique qui est un domaine variable. Et les seuls récepteurs spécifiques qui se trouvent dans l'organisme, ce sont le BCR et le TCR. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, il va posséder donc un domaine N-terminal variable et un domaine C-terminal constant. Donc, c'est constant, il ne va pas changer, suivi d'un domaine transmembranaire. Voilà. D'abord, le domaine transmembranaire, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être un domaine hydrophobe, et puis une courte portion intra-cytoplasmique, une courte portion cytosolique. Et donc, comme pour ce qui est du PCR, la portion, la sous-unité du module, il n'a pas la capacité de livrer des signaux à l'intérieur de la cellule. Son rôle est tout simplement le couplage, donc la fixation de l'antigène. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Alors, passons au RFC maintenant. Le RFC, on n'a pas de vidéo, on revient seulement à la vidéo générale. Alors, la sous-unité de reconnaissance des FCR, la RFC c'est la même chose, est formée par une seule chaîne polypeptidique transmembranaire, que ce soit là ou là. Est-ce que nous allons avoir un domaine variable ici? Non. Oui ou non? Non. Non. On ne parle pas de spécificité ici. Chaque chaîne va avoir deux domaines. Je l'ai expliqué, c'est le type de la chaîne. Est-ce qu'il reconnaît la chaîne lourde epsilon? Est-ce qu'il reconnaît la chaîne lourde gamma? Est-ce qu'il reconnaît la chaîne lourde alpha? Et ainsi de suite. Donc, souvenez-vous, nous avons 5 classes d'anticorps. وش اللي بدنا les 5 classes هذول c'est la chaîne lourde qui تتبدل. على حسب la chaîne lourde, vous allez avoir un type de une classe d'anticorps. Et donc, بدل ما عندنا 5 classes d'anticorps, automatiquement on a 5 classes de récepteurs FCR. Parce que le FCR, qu'est-ce qu'il reconnaît en fait? Allez, moi je sais pas le FCR. Quoi? De l'anticorps, mais à où? Fixé à un antigène. Il faut bien préciser. Parce que qui a de l'anticorps soluble, le cycle de fixation est contrôlé. Pareil pour le complément et la catchfeu. La voie classique du complément. Qu'est-ce qui permettait de l'activer? C'était un complexe immun. Anticorps-antigène. Donc il y aura le C1Q qui va se fixer sur un site dans la partie constante de l'anticorps. Le site qui a l'anticorps libre, bouche fixé à son antigène, il est masqué. C'est la fixation de l'antigène qui induit un changement de conformation qui expose ce site et permet la fixation. Le FCR ne pourra pas se fixer à l'anticorps s'il n'est pas couplé à son antigène. Parce que tout simplement, le site il est masqué. Donc le FCR, il se fixe à quoi? Il se fixe à la partie FC, donc à la partie constante des anticorps fixés à leur antigène, des anticorps opsonigeants quelque chose, généralement à la surface d'une bactérie qui sont fixés à une toxine ou ainsi de suite. C'est clair? Alors, ils sont formés donc par une seule chaîne polypeptidique ici, qu'on appelle par exemple ici la chaîne alpha. Alors ça, c'est le module de reconnaissance, ça va le chaîne après. Il existe des FCR, on a des RFC différents pour chaque classe d'immunoglobulines. C'est ce qu'on vient de dire. On a comme 5 classes d'anticorps, 5 classes d'immunoglobulines. Donc, chaque classe a le FCR qui تعرف عليها. متفاهمين ولا؟ شكون اللي ما فهمش؟ Tout le monde a compris? Alors, le FC gamma R, par exemple, qu'est-ce qu'il fixe? Allez, écoute comme. Attends juste la lettre. Gamma, c'est G. Alpha, A. Mu, M. E, epsilon. Donc, quand je fais la chaîne à chaque classe d'anticorps. Donc, G, I, G, G. Donc,
automatiquement la chaîne c'est la lettre qui travaille les lettres là, c'est gamma. Et donc, le récepteur, ça sera le RFC gamma. Et donc, c'est le récepteur qui reconnaît la partie FC de la chaîne gamma, tout simplement. Il a qu'un, par exemple, c'est une IgE. L'IgE, justement, ce sont les récepteurs, ce sont les anticorps responsables des réactions allergiques. Donc, l'IgE, les récepteurs TAHAM. Il faut que je te le oui, epsilon, c'est oui, le gars. À la surface de quel type de cellules? Le gars, les RFC, les epsilon. Exactement. Basophile et mastocyte. Donc, il y a par exemple un allergène du pollen. Le pollen en soi n'est pas immunogène. Mais c'est une réponse استجابة مناعية ماهوش immunogénique. Oui ou non? Chez les personnes normales qui ne sont pas allergiques au pollen, dire une personne normale, par exemple, moi je ne suis pas allergique au pollen, même si je les respire, je ne vais pas avoir la production des IgE. Quand il y a allergique au pollen, il va produire des IgE et donc il est immunisé contre les IgE. Et la prochaine fois qu'il respirera le pollen, donc ces IgE ils vont fixer le pollen. Et donc la partie FC libre, qu'est-ce qui va la fixer? C'est le récepteur à la surface des mastocytes et des basophiles, ce qui va induire une réaction allergique, parce qu'on va avoir la dégranulation tout simplement de l'histamine et des autres produits. C'est clair? Alors, on vous donne un exemple, par exemple des IgE. Vous avez le RFC epsilon, le RFC alpha pour les IgA, et enfin, vous avez également les RFC mu pour les IgM, femme-t-il, mademoiselle? Et les RFC delta pour les IgD. Donc, quand on va la chaîne lourde, il va y avoir un récepteur, et ça sera différent. Donc, il faut toujours spécifier, quand on parle de RFC, il faut تحدد واش من chaîne lourde. يعني واش من classe d'anticorps il pourra fixer. Alors, on distingue deux grands groupes, on en a parlé hier ici de ce point, on distingue deux grands groupes de FCR. Okay, deux groupes. C'est quoi en fait? Selon leur affinité. Quel RFC à haute affinité? De faible affinité. De faible affinité. Donc, il y a à haute affinité, la constante de dissociation à réelle. Contre l'enzymologie. Oui. Toutes les constantes de dissociation. Non, généralité. Les sciences. Une séance? Oui. Pourquoi? comment? مولد. Proposez cette méthode aux autres enseignants. Ça vous fera avancer. Filmez, et on avance. Ça reste un cours, c'est comme si l'étudiant, où il passe le cours, pas la vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, vous les posez, vous me rajoutez dans votre groupe. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la page, enfin le groupe d'accord, directement. Et on pourra répondre. Parce que comme le hacker, on ne pourra pas avancer du tout. C'est clair? Proposez cette méthode aux autres enseignants. Peut-être que ça vous fera avancer. Parce que l'enzymologie, c'est important. Vous êtes des biochimistes. C'est important. مع الأستاذة ملاحي. كانت عامله هي مالادي. أستاذة خضري. Ah oui, l'enzymologie. Donc, proposez ces méthodes. Peut-être que ça vous fera avancer. Alors, on vous dit, on distingue deux grands groupes de FCR. Selon quoi? L'affinité pour l'immunoglobulé. C'est-à-dire que, si vous voulez l'affinité, n'oubliez pas que nous sommes toujours RFC, ça veut dire que l'anticorps, on va dire que c'est une bactérie, l'anticorps il est là, regardez c'est la partie FC, n'est-ce pas? Donc là on va avoir un RFC
par exemple, on va reconnaître cette partie FC. Ça, c'est notre RFC gréco. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on distingue de grands groupes selon quoi? Selon l'affinité. Yani, la force de liaison ici. Quand elle est, c'est une grande affinité, c'est en fait le groupe 1. Alors, on vous dit, on distingue deux grands groupes de RFC selon leur affinité pour les immunoglobulines. Les RFC de forte affinité, qui peuvent fixer les immunoglobulines sous forme monomérique. Donc, monomérique, il y a une seule molécule. Ça fait que l'affinité est là. Donc, il faut un comptage. Qui est là? L'affinité est donc la constante de dissociation BIRA, le cadet. On va faire ça en osmologie. Donc, la constante de dissociation et la constante d'association. Donc, pour le mettre l'affinité BIRA, la dissociation de son os et l'association de Z, et vice-versa. Suivez, monsieur. C'est pas grave. Donc là, quand c'est la classe à forte affinité, elle peut fixer. Donc ce RFC à forte affinité, il va fixer l'anticorps sous forme monomérique. Il y en a un seul. Au lieu de le RFC à faible affinité, il faut qu'il y ait un comptage. Pardon? Exactement. Il faut qu'il y ait une agrégation. Et donc, vous souvenez-vous, combien de motifs ITA il y a pour le BCR? Par exemple, le BCH est 2. Donc, l'FCH, quel des anticorps qui, la partie FC, le RFC correspondant à une fixation faible. Et donc, plutôt de la fixation faible, le signal qui va être introduit à l'intérieur, mais c'est ça où je l'ai dit, les cellules myéloïdes. On va dire par exemple, c'est un neutrophile. Un neutrophile ou là, un macrophage par exemple. Donc, c'est une fixation à forte affinité. Un anticorps, un OC, ça vous donne le signal suffisant pour induire la réponse cellulaire. Si au contraire, on vous dit que c'est les récepteurs ou la classe de récepteurs à faible affinité, les RFC de faible affinité qui ne peuvent fixer les immunoglobulines qu'agrégées, ou complexées à l'antigène multivalent. Je m'arrête à l'antigène multivalent. Donc il y a plusieurs déterminants antigéniques. Oui ou non? Oui. Donc antigène, ça veut dire HADA, c'est antigène multivalent. HADA, un seul déterminant antigénique, il était suffisant. Par contre, quand il s'agit, par exemple, d'un anticorps d'un antigène multivalent, supposons, donc on a plusieurs déterminants antigéniques, il y a un anticorps ici, un anticorps ici, un autre ici, et donc les RFC, ils sont faibles, et donc là, multivalent qui a plusieurs anticorps à la fois, ça compense un peu la faible affinité parce que les anticorps, ils se sont agrégés, ok? Une agrégation, c'est vraiment la agrégation. Je parle agrégation, et donc ça, c'est un antigène, c'est par exemple une bactérie qui a plusieurs déterminants antigéniques. Il y en a plusieurs. Et donc, mais le récepteur il était à forte affinité. Le signal était suffisant. Ici, les récepteurs sont à faible affinité, donc le signal sera, on va dire, correct, adéquat pour induire la réponse cellulaire uniquement quand les différents RFC vont se fixer à des anticorps, on va dire polyclonaux, parce qu'ils ont fixé plusieurs déterminants antigéniques à la fois. Donc, quand vous faites les récepteurs, c'est exactement la même chose qu'on a fait à l'identificateur de BCL qui est zouj, mais en fait, avec un antigène multivalent, on pourra activer plusieurs. Par rapport au TCR, il fait chal, notificateur 10. Il y a 6 unités de signalisation, mais 10 motifs ITA.
Donc là, en gros, vous retenez que le RFC, quand il fait faible affinité ou à haute affinité, les RFC 1, c'est en fait la forte affinité, RFC 2, faible affinité, et même les RFC 3, qui sont, vous pouvez trouver des RFC 3 qui sont à très faible affinité. C'est tout ce que vous retenez, est-ce que c'est clair? Alors, on passe maintenant aux sous-unités de signalisation qui sont maintenant les plus importantes. Donc, quand on parle de la sous-unité de signalisation, on commencera à parler de ces événements qui vont se dérouler à l'intérieur de la cellule. Alors, tout à l'heure, quand on avait parlé de la sous-unité de reconnaissance, la partie extracellulaire BIA et la partie intracellulaire SREA. Maintenant, c'est l'inverse. La portion extracellulaire est petite, alors parce que toujours je vais faire le schéma là, ça c'est schématique. Donc la partie extracellulaire sera SREA et intracellulaire va être beaucoup plus importante. Alors les sous-unités de signalisation sont constituées d'un petit domaine extracellulaire et d'un grand domaine intracellulaire. Alors, à la différence des modules de reconnaissance, elles peuvent délivrer des signaux à l'intérieur de la cellule. Et c'est d'ailleurs leur principal rôle. Un module de signalisation, je vous le donne. C'est en fait d'induire la signalisation intracellulaire. Comment vous appelez ça en arabe? C'est نقل الإشارة داخل الخلية. Par contre, contrairement au module de reconnaissance, ils ne peuvent pas fixer l'antigène. Est-ce qu'il y a un point ici? Est-ce que vous voyez un module là? Est-ce qu'il peut fixer l'antigène? Non, non plus. Non plus. Donc on a des domaines qui peuvent fixer l'antigène. Eux, vous les imaginez? Je ne sais pas, je sais peut-être le schéma là à la madame, mais ils sont vraiment proches. L'espace rajoute clean. C'est d'ailleurs important, parce qu'en fait, il y a un changement dans le module de reconnaissance, il y a le module de signalisation. Alors ici, ils sont donc incapables de fixer l'antigène. Elles sont formées par une ou deux chaînes polypeptidiques transmembranaires. Elles sont transmembranaires, là. Quelle est transmembranaire? Reliées par des ponts disulfures. Donc, est-ce que les ponts disulfures sont des chaînes, sont des liaisons fortes? Oui. Où je m'arrête à liaison forte? Convalent. Est-ce que les ponts disulfures, les ponts SS, sont des liaisons covalentes? Non. Oui ou non maintenant? Oui. Vous me répondez la semaine prochaine. C'est une question pour la semaine prochaine. Les ponts disulfures, est-ce que c'est des liaisons fortes ou faibles? Les boules fortes, est-ce que ça nécessite de l'énergie pour les casser? Parce que, vous me dites oui, non. Ou alors parce que sur votre page, sur votre groupe, rajoutez-moi sur votre groupe. Oui. On va faire un petit concours par rapport au pont SS. Donc là, les ponts disulfures, ici. Est-ce que c'est des liaisons fortes ou des liaisons faibles? Faibles, un peu de chaleur, une différence entre le courant électrique appliqué et le électrique. Forte, il faut de l'énergie, il faut de la tête. Donc c'est ça la question. On continue. Alors donc ces chaînes vont être donc reliées entre elles par des ponts disulfures, donc c'est des ponts SS. Elles sont associées aux sous-unités de reconnaissance grâce à des acides aminés chargés dans les régions transmembranaires. يعني يبقى associé, je peux dire associé en arabe. متجمعين. Tu veux? متجمعين. متجمعين. يبقاو مع بعض en gros associés يعني ما تبعدش عليها.
qu'est-ce qui permet de garder en bouddhiste? Grâce à des acides aminés chargés au niveau de la partie transmembrane. Il y a un acide aminé chargé, ici il y a un acide aminé chargé. Bien sûr, ça va être des charges. Qui fait? Voilà, donc des charges différentes. Et donc ça va générer quel type de liaison ici? Exactement. Ce sont donc des liaisons ioniques. Qu'est-ce qui a répondu ici? Donc ça va être des liaisons ioniques. Automatiquement, donc elles restent associées. Donc c'est important parce que le signal a un module de reconnaissance. Donc c'est pourquoi le changement qui s'opère ici, il va influer sur le module de signalisation. Mademoiselle chez le tripote. Je sentais le téléphone, c'est déchiré. Sur le prochain moment. Alors, elles sont donc associées aux sous-unités de reconnaissance grâce à des acides gras situés dans les régions transmembranaires. La région de la membrane. Est-ce que c'est clair? La région de là, au niveau des phospholipides. Alors, les immunoglobulines de surface du BCR est associée à un hétérodimère. Le BCR par exemple. Ça, c'est le module de reconnaissance. Ça, c'est le module de signalisation. C'est le BCR. Donc, le module de reconnaissance du BCR, on vous dit, est associé à un hétérodimère bêta-alpha. Donc, ce n'est pas la même chaîne automatiquement. C'est un dimère qui est deux chaînes. Et donc, quand elles ne sont pas identiques, on dit que c'est un hétérodimère. Composé d'une chaîne alpha, c'est en fait le CD79A, et d'une chaîne bêta, le CD79B. Alors, les chaînes alpha-bêta ou encore gamma-delta du TCR, je fais le TCR, le module de signal de reconnaissance, soit alpha-bêta, ou là, gamma-bêta. C'est beaucoup plus durant le développement embryonnaire, on trouve les chaînes gamma-delta. Donc, les chaînes alpha-bêta ou gamma-delta du TCR sont associées à un homodimère zeta. On a le homodimère ici. 9 la chaîne zeta, donc automatiquement un homodimère et deux hétérodimères. Epsilon gamma et epsilon delta. Donc, des sous-unités de signalisation à ici. Combien de chaînes de signalisation? 7 ça. Et si l'on compte les motifs ITA, nous en avons 10. 1, 2, 3, 4 et ici 6. Ça nous fait 10 motifs ITA. Donc, là, en gros, nous avons deux sous-unités de reconnaissance de chaînes qui constituent le module de reconnaissance et 6 chaînes qui constituent les modules de signalisation. Est-ce que c'est clair? Alors, dans la plupart des cas, la chaîne alpha des RFC est associée à un homodimère gamma. Donc, on revient au schéma général. Donc, la chaîne alpha a un homodimère gamma, et parfois on trouve également cette chaîne tétraspane, on vous dit, est associée à un homodimère de chaîne gamma. Dans les mastocytes, par exemple, le RFC epsilon et encore le RFC gamma sont associés à une chaîne tétraspane bêta. Voilà, tétraspane, spane, c'est en fait les hélices. On a 4 hélices qui traversent la membrane 4 fois. 1, 2, 3 et 4. على بنسميها tétraspane. Donc, أربع خطوات راح تتوغل à travers la membrane plasmique. Et aussi un motif ITA. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous faites maintenant? Je me fais besoin. Maintenant, c'est le RFC. On va prendre des exemples. Donc, dans la plupart des cas, les classes orales, une seule chaîne alpha ou un homodimère gamma. Dans certains cas, comme à la surface des mastocytes, ou encore le RFC gamma, 2, je pense, ou 3, 3A, 1. En plus, il y a l'homodimère, on va trouver une autre chaîne, la chaîne bêta, qu'on appelle une chaîne
tétra, je regarde tétra, c'est 4. Tétraspan, donc c'est 4 hélices, mais 4 hélices transmembranaires, c'est-à-dire qui traversent la membrane 4 fois. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors, on dit donc ces sous-unités de signalisation portent un nombre variable de motifs ITA sur leur portion cytoplasmique. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque motif ITA, vous allez avoir 2 résidus de tyrosine. Il y a une famine. Donc, vous regardez toujours la séquence du motif ITA. C'est en fait une tyrosine. Vous avez oublié la séquence? Parce qu'à chaque fois, on va revenir à cette séquence. Ça en fait une tyrosine, 2 acides aminés ensuite soit leucine ou isoleucine. Qu'est-ce qui viendra? Ça en fait un espacement de 6 à 8 acides aminés. Puis, la même séquence qui se répète. Vous allez avoir une tyrosine, 2 acides aminés une leucine, encore une isoleucine. Et donc, au total, combien de tyrosines vous en avez passé? 2. Donc, 2 résidus tyrosine. Donc, après l'action du tyrosine kinase adéquate, on va avoir 2 phosphotyrosines. Donc, un résidu phosphorine, un phosphotyrosine, phosphosérine, donc phosphotriosine. C'est le résidu plus l'acide phosphorique. Alors, on va passer aux étapes justement d'activation de ces immunorécepteurs. Donc, on va à chaque fois revenir à ce schéma, celui-ci. En fait, un schéma un petit peu résumé. Il y a plein d'étapes intermédiaires qui ont été, on va dire, supprimées. C'est par souci en fait de clarté. Ce que vous avez, en fait, vous allez voir qu'il y a toujours 3 étapes qui se répètent. Quel que soit l'immunorécepteur, il y a même l'immunorécepteur, les CR, TCR ou RFC, qui tout la stimulation du récepteur quand il se fixe à son ligand, soit l'antigène directement, soit indirectement. 3 étapes, à chaque fois, on va les voir ensemble. Alors, on vous dit en fait l'immunorécepteur est une molécule de couplage. On rencontre 2 partenaires qui transmettent des signaux de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule immunocompétente. Donc, c'est en fait le rôle des photorécepteurs, les immunorécepteurs. Donc, pour ce faire, non seulement il lui faut fixer l'antigène, soit de manière directe ou indirecte, mais encore ce dernier doit être capable d'agréger les sous-unités de reconnaissance. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une question? Non? Donc, quand on dit qu'il doit être capable d'agréger, il provoque cette redistribution de ces récepteurs. Il faut retenir que ces récepteurs ne sont pas fixes dans la membrane. Et donc, c'est important parce que quand ils subissent une redistribution, ils sont dans un microdomaine de la cellule où l'antigène se concentre. Parce que la cellule, c'est en fait, vous l'imaginez en 3 dimensions. Les antigènes partout. Donc, c'est les anticorps, les récepteurs, les immunorécepteurs ou les récepteurs en général, qui vont subir une redistribution pour faire face à où se met dans le microdomaine cellulaire où se concentre l'antigène. Alors, l'agrégation des domaines extracellulaires des sous-unités de reconnaissance entraîne automatiquement celle des portions intracytoplasmiques des sous-unités de signalisation qui leur sont étroitement associées. Il y a le module de reconnaissance, le module de signalisation, il est donc on parle de l'immunorécepteur en entier, calme. Alors donc c'est un signal, qui va stimuler l'immunorécepteur, et donc ce signal, il va être, si la donc ce signal, il va être internalisé aussi dans la cellule et
transformé, par étape, va être transduit, c'est ce qu'on appelle les vagues de transduction, mais d'un effecteur, jusqu'à arriver à la phase finale, où on aura l'activation des facteurs de transcription et l'obtention de la réponse cellulaire. On parle justement de cette réponse cellulaire. Alors, l'activation cellulaire comprend des réponses immédiates, il y a les médiums un exemple, les phosphorylation, c'est-à-dire qu'il y a des modifications, des événements qui arrivent tout de suite après la stimulation. Donc il faut avoir en tête que quand il s'agit de récepteurs de surface, les événements sont extrêmement rapides. Je vous donne un exemple. On travaille sur la phosphorylation d'une protéine chez le neutrophile et on stimule un récepteur. Donc regardez, c'est-à-dire qu'on stimule un récepteur, comme c'est le neutrophile, on va stimuler un type de récepteur qui n'est pas le BCR ou le BCR, c'est en fait les récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. C'est comme ça, comme le livre. Donc il faut me parler du livre. Racontez-moi sur votre groupe, comme ça vous pourrez vous contacter, me rappeler de vous rappeler. En fait, je vois les différents types de récepteurs membranaires. Donc quand on stimule ce récepteur, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la phosphorylation de une protéine. Et donc on fait des cinétiques. Je vous ai dit que c'est un événement extrêmement rapide. Il y a une vitesse. Ce sera comme pour le signal au niveau des neurones. Donc là, le ligand fixe le récepteur au bout de 3 secondes. Vous imaginez 3 secondes, la protéine est déjà phosphorylée. 3 secondes, du bout de 3 secondes, c'est en fait le temps le plus court parce que ça, on est limité par la manipulation. Parce que vous allez mettre le ligand et tout de suite vous mélangez, vous sautez et vous mettez, vous contrôlez. Il y a des conjugues narratives qui plus rapidement, on aurait déjà trouvé la phosphorylation. C'est extrêmement rapide. Qui trouve lié à un récepteur. Par contre, qui trouve le récepteur ou là c'est quelque chose qui doit traverser la membrane, c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que vous avez l'obstacle de la membrane. Les ennemis traversent par exemple pour les récepteurs hormonaux. Là par exemple. C'est-à-dire ça c'est le domaine à 7. Le récepteur les domaines à 7, les récepteurs à 7 domaines transmembranaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, ils sont couplés à une protéine G. Ça, c'est un récepteur. Et avec le G, le ligand qui se fixe, la réaction immédiate, elle s'effectue au bout de quelques secondes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne sait pas. C'est-à-dire pour ce qui est de notre travail. C'est nous qui avons fait le temps le plus court. Par contre, quand pour avoir le résultat, c'est des minutes. Vous êtes à l'aise, vous manipulez à l'aise. Pourquoi? Parce qu'à un état, il doit traverser la membrane plasmique des neutrones. Et le ligand automatiquement liposoluble. Comme il y a un liposoluble pour être proche. Donc c'est un liposoluble et il doit en quelque sorte voyager. Il doit traverser la membrane et subir cette translocation dans le cytosol pour arriver au niveau du noyau automatiquement. La réponse immédiate, ce qu'on vous a dit ici, quand vous avez la stimulation du récepteur, vous allez avoir 2 types de réponses. On va dire 2 types de résultats. Les premiers à la bouche tout de suite, mais donc c'est quoi? C'est les phosphorylations, les translocations, quelles protéines qui dans le cytosol et à la membrane, des protéines qui vont être phosphorylées. Là, c'est le résultat immédiat, juste après la stimulation. Les résultats tardifs, les réponses tardives, c'est en fait la réponse cellulaire. La cellule mitose, qui se trouve en fait l'antigène, quand la cellule se différencie, quand elle sécrète, quand elle libère, et ainsi de suite. Donc les réponses immédiates liées à la stimulation, qu'il y a plusieurs, genre par exemple des phosphorylations, des déphosphorylations, des translocations. Non, des le cours est aussi ennuyeux que ça. Le cours est d'ailleurs, mesdemoiselles et messieurs. Vous voulez qu'on arrête? Comme le chien. Juste on va voir ensemble les 3 étapes.
lors de la stimulation du récepteur. Et les réponses qui disent c'est des réponses immédiates. Je vais aller immédiat. Pratiquement instantané. Le tac au tac. Quand vous avez stimulé le récepteur, la protéine est déjà disponible. C'est extrêmement rapide. Quelle est les réponses tardives? C'est quoi cette réponse tardive? Par exemple, la translocation, la transcription du gène. Là. Ça, tout ça, on a le SARNA, c'est des réponses immédiates. Activation de tyrosinkinase, phosphorylation des motifitins, la protéine C, qui est tyrosinkinase, qui est le cytosol, vous allez avoir là le recrutement d'autres molécules, que le cytosol, c'est pratiquement instantané. Mais quand on parle de réponse tardive, c'est-à-dire que, par exemple, l'activation de telle enzyme, l'activation des facteurs de transcription, justement, c'est bon. On a la production de la protéine et on aura ensuite, tout de suite après, vous allez avoir la réponse cellulaire désirée, c'est-à-dire adéquate. Est-ce que la cellule en mitose, elle va proliférer? C'est par exemple l'expansion clonale dans les champignons. Est-ce que la cellule va mourir? C'est par exemple une apoptose lors d'une sélection négative, et ainsi de suite. Alors, vous donc, il y a des réponses immédiates supportées par des réactions enzymatiques, c'est tout à fait normal. La phosphorylation, c'est une réaction enzymatique, n'est-ce pas? La déphosphorylation, c'est aussi une réaction enzymatique, et ainsi de suite. Conséquence des premières, alors on aura la réponse tardive. Donc la réponse tardive, la déjà dans la réponse immédiate. Alors cette réponse tardive, c'est quoi? C'est tout simplement supporté par l'expression des gènes. Je m'arrête à l'expression des gènes. Qui où le gène a été exprimé, ça veut dire qu'il a été transcrit en ARN messager et traduit en protéines. Ça veut dire que c'est la protéine. Et donc, on aura l'activation de ces facteurs de transcription et l'expression de gènes. Responsable de la synthèse de protéines, intervenant par exemple dans la différenciation et la prolifération cellulaire. Par exemple, un lymphocyte auxiliaire continu stimulé, chaque comme cytokine d'emblée, il va produire l'IL2, l'interleukine 2. En fait, il va la produire et il va subir la conséquence. C'est une action autocrine. Donc, qu'elle a un récepteur à faible affinité, trouve son chaîne chez les récepteurs à haute affinité. Donc, il va synthétiser la chaîne alpha. Il l'IL2, il la test. Donc, tout ça, ça s'effectue suite à la stimulation du récepteur. Donc, qu'il est là la production des protéines. Nous allons avoir la réponse. Parce que les protéines, on vous dit intervenant dans la différenciation, intervenant dans l'expansion clonale, et ainsi de suite. On vous donne des exemples des cytokines, des récepteurs de cytokines, des kinases ou encore des cyclines. Alors, les cyclines, c'est en fait des protéines qui interviennent dans les réactions d'apoptose. Les kinases, ce sont les antiphosphoriques. Donc là, à l'excès crânien, justement, qu'est-ce qu'on vous dit tout de suite après? L'engagement de l'immunorécepteur par l'antigène va pouvoir mobiliser en fonction de l'état de différenciation. Donc, vous pourrez souligner ce passage. En fonction de l'état de différenciation de la cellule, des protéines qui associent des domaines catalytiques et des domaines d'interaction diverses, dont la combinatoire explique la diversité des réponses par multiples cascades moléculaires mises en jeu. Donc là, ce qu'il faut retenir de ce paragraphe, c'est que ici, dans cette cascade intracellulaire, ces facteurs d'erkinina, quels y a des domaines catalytiques, c'est des enzymes, ou je peux enzymes, c'est des kinases, ou la déphosphatase. Je fais la kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle phosphoryle. La phosphatase, elle déphosphoryle, exactement. Ou là, quelles des protéines? Il m'a un domaine catalytique. Il y a une kinase, une enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue le rôle d'intermédiaire. Vous avez le schéma qui est bien explicatif. Donc, par exemple, c'est du kinase. Donc, on a un domaine catalytique.
c'est une kinase. La phospholipase C, c'est une enzyme. Un domaine catalytique. Par contre, les protéines, par exemple, GRB2, SNP76 ou la 65, ça dépend des lymphocytes, maintenant j'ai des enzymes. La dékinase, la délipase ou la déphosphatases. C'est des protéines qu'on appelle des protéines adaptatrices. Oui, c'est le terme adaptatrice. Les adaptateurs, des chargeurs, ou les cristallisés, c'est des adaptateurs qui touchent la cristal. Je un adaptateur. Lui, un gira. Tu trouves la cristal. Gira. Tu trouves la fiche dans notre douche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué le rôle d'adaptateur. Et donc, il y aura des protéines qui laissent vite faire. Ça, il m'a le domaine d'interaction qui a le donc, les vite-faire, ils doivent s'associer à des protéines. Mais comme ils n'ont pas de domaine catalytique, on aura besoin de l'intervention de ce qu'on appelle des protéines adaptatrices. Ces protéines adaptatrices, par exemple, sont catalytiques. Mais ce ne sont pas des enzymes. Mais les kinases, les lipases, les phosphatases, il n'y a rien du tout. Un rôle d'adaptateur. Donc, ils vont permettre la formation de complexes multimoléculaires. Ça veut dire complexe multimoléculaire, minimum 2 protéines. Il y a entre 2 protéines, entre 3 et ainsi de suite. Des molécules adaptatrices qui ont plusieurs domaines. C'est un domaine d'interaction. Un domaine d'interaction, c'est des portions étapes de la protéine, le polypeptide, qui ont un autre domaine sur la protéine correspondante. Il laisse une sphère. Et donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de domaines. Vous avez les domaines SH2, SH3, PRR, c'est des domaines qui sont entre 2 protéines et une sphère. Mais qui ont 2 protéines dans chaque domaine de sphère. On aura besoin de l'intervention de l'intermédiaire, c'est en fait ces protéines qu'on appelle des protéines adaptatrices. En gros, dans cette cascade, vous allez avoir des effecteurs dont le rôle est catalytique. Donc, c'est des enzymes, des kinases, des phospholipases, des phosphatases, et vous allez avoir des effecteurs qui ne sont pas enzymatiques catalytiques, mais qui jouent le rôle d'adaptateur. Est-ce que c'est clair? Oui? Alors, on peut observer, c'est-à-dire qu'il donne le résultat. On suppose que nous avons eu la stimulation de ce récepteur, et après toute la cascade de signalisation intracellulaire, nous avons la réponse cellulaire. On vous dit, on suppose, on peut donc en effet observer des réponses à première vue contradictoires. C'est-à-dire le même récepteur, il peut donner une réponse si la cellule est mature. Le même récepteur a une réponse différente, par exemple apoptose qui est immature et différenciation cellulaire qui est mature. Donc ça dépend. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Je trouve des réponses cellulaires avec d'autres aspects. Alors, soit une prolifération et différenciation cellulaire, je vais aller à la prolifération d'ailleurs. Qu'est-ce que veut dire le terme prolifération? Pourquoi vous ne me demandez pas si vous n'avez pas compris un terme? Je vais aller quand on dit une cellule prolifère. Elle a dit le mot. Qui fait acheter nous? Est-ce que c'est la cellule qui gonfle? Qui fait acheter nous? C'est quoi quand on dit la croissance cellulaire? C'est un classe. Prolifération cellulaire, c'est des diffusions cellulaires. C'est l'expansion clonale. Mademoiselle? Oui? Vous avez compris? Donc, prolifération cellulaire, c'est la croissance cellulaire. Et quand on parle de la croissance d'une cellule, mais la cellule est et donc, quand est-ce que nous avons cette prolifération cellulaire? C'est juste après la stimulation du lymphocyte. Quand il rencontre son antigène spécifique, il y a tout de suite un ordre de prolifération. Et donc, c'est par exemple l'une des conséquences que l'on peut avoir suite à la stimulation d'un récepteur, par exemple le TCR, la lymphocyte auxiliaire, qui est dans le ganglion. Quand il fixe le complexe CAH petit présenté par la cellule dendritique, il va avoir tout ça.
D'abord, la signalisation intracellulaire pour arriver à la production, à l'activation de facteurs de transcription qui permettront la production de protéines mitotiques. Allez, il va tout prendre en mitose. Alors, on dit prolifération et différenciation. Parce qu'à un moment donné, la cellule elle arrête de proliférer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en différenciation. Ça, c'est l'une des conséquences. On peut avoir également, suite à la stimulation d'un récepteur à la surface, d'un immunorécepteur à la surface d'une cellule immunocompétente, par exemple à la surface d'un lymphocyte, donc on a ce qu'on appelle une anergie. Regardez, anergie lymphocytaire, c'est quoi? C'est un état actif, mais de non-réponse. Maintenant, la cellule est active. C'est comme si elle était désensibilisée. Ça, c'est une des réponses possibles. Est-ce que c'est clair? Je vais mettre ça énergie, c'est clair. Je vais mettre énergie, c'est nécessaire. La cellule, elle est mature, elle est active. Ça, elle n'effectue pas de réponse. Elle soit inhibée. Mais elle reste active. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir également comme conséquence cellulaire suite à la stimulation du récepteur de surface ici? On peut avoir soit la progression de la maturation, il est dans les organes lymphoïdes primaires, ou l'arrêt. Ça, c'est ce qui se passe pendant la sélection positive et la sélection négative. Je coupe un coup de la sélection positive et négative. À chaque fois, on lui présente des antigènes, des ligands, du soi ou de l'autre, ou laquelle elle a reconnu, par exemple, laquelle le récepteur va aller traiter dans la fonctionnelle. La progression, la maturation, pardon, pourquoi la maturation? Parce qu'ici, nous allons avoir une signalisation cellulaire qui est aux facteurs de transcription qui permettront la production de protéines qui lui permettront de continuer sa maturation. Vous voulez que c'est l'inverse, c'est l'arrêt, hop, direct on aura la production par exemple des cyclines, des protéines impliquées dans l'adduction de la fructose dans la cellule. Donc, elle va des conséquences. Alors, on répète, soit prolifération et différenciation, anergie lymphocytaire, progression ou arrêt de la maturation, voire mort cellulaire par apoptose directement. Donc, là, c'est les différentes conséquences que l'on peut avoir. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce qui détermine cette réponse? Ça peut être le type cellulaire. De quelle cellule il s'agit? Est-ce que c'est un lymphocyte T, B, 1, N, est-ce qu'il s'agit d'une cellule pléoïde, mais aussi le stade de différenciation. Yani, le mot, on va dire le notch de la cellule. Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est naïve? Est-ce qu'elle est active? Et ainsi de suite. Alors, on parle de cette phosphorylation maintenant. On vous dit la phosphorylation des protéines joue un rôle crucial dans la signalisation. La signalisation intracellulaire, vous allez trouver uniquement des phosphorylations. Dans la cellule, quand vous avez une transduction du signal, il y a plein de kinases qui sont impliquées. Donc, on vous dit la phosphorylation des protéines joue un rôle crucial dans la signalisation. Elle résulte, je vous l'ai dit hier, d'une balance, un équilibre entre l'activité des kinases qui fixent des groupes phosphates et des phosphatases qui les hydrolysent. Donc la kinase, elle phosphoryle, donc elle fixe des groupements phosphates. La phosphatase, elle fait l'inverse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui ou non? Oui. Bon. Une protéine phosphorylée devient un site de recrutement pour d'autres. Donc c'est ça en fait l'intérêt. C'est quoi en fait? Parce que ce boulot, elle est phosphorylée. C'est quoi le but d'une phosphorylation en votre avis? Ça peut être différent. Une phosphorylation, elle va activer la protéine. Elle était inactive, suite à sa phosphorylation, elle devient active. Ou là, la phosphorylation, ça va créer ce qu'on appelle des sites de recrutement pour une autre protéine. C'est exactement le cas ici pour la tyrosine kinase SIC.
Regardez, la première étape, hein, si on va résumer les différentes étapes par juste avant de libérer. La première étape, c'est quoi? C'est en fait la fixation du ligand, de l'antigène sur le récepteur. ça, d'emblée, dès que l'antigène se fixe sur le récepteur directement ou indirectement, il y aura un changement de conformation. Les crédits, la tyrosine kinase, la SRC, souvenez-vous, je vous ai dit hier que c'est une tyrosine kinase membranaire, il laisse pas la membrane. Qui toujours avec le schéma, automatiquement c'est une enzyme membranaire. Qu'est-ce qu'elle va être? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être active, tout active. Donc je connais cette active-là, c'est en fait la fixation du ligand sur le récepteur. On va l'expliquer la prochaine fois. Il y a une petite action qui va se passer qui fera que la SRC tyrosine kinase, c'est son nom en fait, va devenir active. Une fois active, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une tyrosine kinase. Elle fonctionne les protéines sur les résidus tyrosine. Oui, les résidus tyrosine, ils sont en fait sur les motifs étables, donc après l'action de la SRC tyrosine kinase, nous allons avoir dans chaque motif étable deux tyrosines phosphorylées. Ils sont là, le P est là. C'est en fait des phosphotyrosines. Je peux le dire tout à l'heure. Vous avez le rôle des phosphorylations. Ça peut être activateur ou inhibiteur, ça dépend. Et ça peut créer ce qu'on appelle des sites de recrutement. Je parle d'un recrutement. Qu'est-ce que veut dire le terme recrutement? Par exemple, j'ai été recrutée à l'université de Skida. Si je n'étais pas de Skida, ça veut dire que j'ai venu une veille ici à Skida. J'ai été recrutée ici. Des sites de recrutement pour qui? Pour des molécules, par exemple, ici nous sommes à la membrane, des molécules qui m'arrangent membranaires, au repos. C'est des molécules qui arrivent dans le cytosol, mais même dans ces sites phosphorylés, parce qu'il y a des domaines sur lesquels ils peuvent se fixer sur cette protéine, toute la protéine à la membrane, toute la tyrosine phosphorylée, elle s'accroche. Donc, j'aime la protéine KD, on parle justement de cette protéine CYKD, tyrosine kinase, c'est une autre famille, on va voir ensemble, qui est une cytosolique, qui d'abord a des tyrosines phosphorylées à la membrane, elle est venue. Donc, ça a permis son recrutement membranaire. Parce que quand on a la protéine à la membrane, si elle ne trouve pas quelque chose à laquelle elle s'accroche, elle ne reste pas à la membrane. Tu as un cytosol. Et donc, quels sont les sites de recrutement ici? C'était les phosphotyrosines. Vous voyez ici, elle est fixée sur ces phosphotyrosines. Vous allez voir par quel domaine. C'était les domaines SH2. Tous les la protéine ici à la membrane. Une fois à la membrane, elle va être réinstallée, phosphorylée par les tyrosines kinases, tout est active. Et ensuite, on aura le reste de la cascade. Donc, vous voyez, la phosphorylation, elle peut activer, elle peut inhiber, comme elle peut engendrer ou créer des sites de recrutement pour des molécules. La molécule, elle est des cytosoliques. Je sens que notre place fixe à la membrane, elle a besoin de tyrosine phosphorylée. Je vous le dis, c'était la SRC tyrosine kinase. Est-ce que c'est clair jusque-là? On va s'arrêter. Ce que je vous demande, c'est de bien lire votre polycopier, parce que la semaine prochaine,